Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans Numéro 1. Bonjour Alexandra. Salut Laura. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce premier épisode interview de mon podcast Numéro 1. De rien, je suis très flattée et très heureuse d'être avec toi. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien. Quelles ont été tes premières pensées quand tu t'es réveillée ce matin ? Et ben moi, c'est très terre à terre et pas du tout spirituel. Mais là, je suis dans l'apprentissage de la propreté de ma petite dernière. Et donc, il y a un peu des réveils au milieu de la nuit. Et donc, tous les matins, j'entends maman. C'est pas mon réveil qui me réveille, c'est ma fille qui m'appelle maman, maman. Et donc, ma première pensée, c'est est-ce qu'on est le matin ou est-ce qu'on est au milieu de la nuit ? Genre, quelle heure est-il ? C'est ma première pensée avant de regarder mon téléphone. Et donc, des fois, il est 4h du matin et je suis là, oh putain. Et puis, des fois, il est 7h. Je comprends tellement. Donc, c'est ça, mes premières pensées le matin, c'est quelle heure est-il ? Alors, Alexandra, tu es maman justement de 2 petites filles, Sophia et Luna. Et chaque naissance a ouvert une porte en toi. La première t'a mené vers ton podcast, Histoire de prénom, recueillant plus de 100 témoignages de parents sur le choix du prénom de leurs enfants, que tu as animé avec passion pendant 2 belles années. La deuxième a tout bouleversé car juste après, ton compagnon a fait un AVC. Dans cette tempête, tu as choisi la vie autrement, quitter le barreau et les salles d'audience, devenir sophrologue, accompagner les sportifs et les femmes vers la reconnexion à elles-mêmes, avec ta newsletter Ondes Positives et ton nouveau podcast Sportif par surprise, où tu donnes la parole à celles qui sont devenues sportifs suite à un déclic, postpartum, maladie ou encore violence conjugale. Quand tu entends ton parcours, qu'est-ce qui te rend la plus fière ? Bah merci déjà. J'ai pas trop de sentiments de fierté envers moi. C'est pas quelque chose que j'ai. Mais j'ai pas de problème de confiance en moi pour autant. Mais par contre, ce qui me rend la plus heureuse, clairement, c'est ma famille. Mes filles et mon mec et le fait qu'on soit toujours aussi heureux, épanouis, proches. Alors, si on repart, rencontrer la petite Alexandra, comment tu décrirais cette petite fille ? Je dirais que j'étais rebelle, assez en colère et plutôt même très déterminée ou assez forte, assez déterminée. À quoi elle rêvait, cette petite fille ? Je sais pas trop à quoi je rêvais. En tout cas, j'ai su très tôt que je voulais être avocate. En tout cas, j'ai rêvé très tôt d'être avocate. Donc, c'est rigolo. Du coup, j'ai réalisé ce rêve-là. Ça venait d'où ? Je sais pas. Bah, si, je pense une certaine colère, genre ne supportant pas l'injustice. Donc, je pense que voilà, ça m'allait. J'étais assez virulente. Donc, ça peut aller dans la profession. En tout cas, ça permet d'exorciser ça si on l'a en soi. Et après... je pense que je devais rêver parce que c'est pas forcément ce que j'avais eu, même si j'ai pas non plus été hyper malheureuse, mais je pense que je devais rêver à une famille, avec un papa, une maman qui s'aiment, où tout va bien, où il n'y a pas de soucis. Donc, une chose aussi que j'ai réussi. Qu'est-ce que tu as gardé de cette petite fille, tu dirais ? Je pense une certaine détermination dans les choses que je fais. J'ai laissé tomber la colère, c'est sûr. Elle venait d'où, cette colère ? Bah, elle venait de mon enfance, je pense, tu vois, d'un sentiment d'injustice, de ne pas avoir eu peut-être la même... En tout cas, de ce que je voyais chez les autres. Après, finalement, des fois, on se fait un monde de ce qui peut se passer dans les autres familles. Mais bon, moi, j'avais le sentiment que c'était plus dur pour moi. Enfin, que j'avais pas une histoire familiale simple. Et du coup, je pense que ça me mettait en colère. Et c'est vrai que j'ai entendu, mais ça devait être dans un podcast, quelqu'un qui disait en gros, où tu vois, t'as ce type de personnalité devant une situation qui est pas facile, une situation familiale qui est pas facile quand t'es petit, où tu la subis un peu, parce que t'as pas forcément le choix, parce que c'est un peu ta personnalité, et donc peut-être tu vas essayer d'arrondir les angles, voilà. Ou t'as aussi ce truc en toi de pas supporter et que ça te rend et ça te rend rebelle et ça te rend... Et ben moi j'étais comme ça, je supportais pas en fait et j'arrivais pas à être doux. Et donc ça, je pense que j'ai
j'ai toujours un peu ce côté en moi, mais je l'ai vraiment, genre, j'ai hyper arrondi les angles. Donc, je pense que le fait d'être rebelle, ça m'a permis ma reconversion, de me foutre un peu du regard des autres et tout. Mais maintenant, c'est doux et c'est sans le vivre mal. Si on parle d'alignement, quelle est ta définition aujourd'hui de ce mot qu'on entend beaucoup ? Pour moi, effectivement, on l'entend beaucoup et c'est dur de savoir qu'est-ce qu'on met sous ça. Pour moi, c'est pas une question de définition, c'est une question de ressenti. Et de ressenti même... Enfin, moi, je fais de la sophrologie, donc c'est pas comme la méditation, c'est plus actif, mais ça peut être un peu proche et c'est quelque chose où on va... c'est pas que cérébral, on va avoir dans le corps. Et pour moi, l'alignement, c'est une question de ressenti. Jusque dans le corps, est-ce que... Tu vois, quand je me lève le matin, quand je fais toutes les choses que j'ai à faire dans la journée et tout, est-ce que je me sens bien ? Est-ce que je me sens genre à ma bonne place ou est-ce qu'il y a quelque chose qui coince ? Voilà. Et pour moi, c'est ça. Et moi, je voyais bien, pas au début, mais à la fin, quand j'étais avocate, que j'étais toujours en train de courir, que j'étais pas là, je rentrais trop tard, je pouvais pas avoir mes filles assez, que j'avais l'impression de courir toujours après un truc et tout. Je voyais bien, même corporellement, que j'étais pas bien en fait, que c'était pas bien. Comment ça se manifestait ? Je peux pas dire oui, le au plus ça allait se manifester. Tu peux, je parle de moi, mais de plein de gens. Tu peux faire des crises d'angoisse, tu peux faire de la tachycardie, juste ne pas se sentir bien, avoir ce qu'on appelle des phases de rumination mentale, de repenser toujours au même truc, faire des insomnies et tout. Ça c'est le plus. Mais moi c'était même pas forcément ça. C'est juste si tu prends le temps et des pratiques comme la sophro, la méditation t'aident à avoir cette attention au corps. Si tu prends le temps d'écouter un peu et de voir comment tu te sens, tu ressens juste que c'est pas fluide en fait, qu'il y a quelque chose qui coince. Et moi, c'était plus ça. Tu vois, je peux pas dire. Enfin, franchement, j'étais quand même heureuse et ça va. J'étais quand même privilégiée dans ma vie, etc. Mais j'ai pas fait de burn-out, j'étais pas harcelée au travail, etc. Mais je sentais que justement, j'étais pas alignée, que ça coinçait à un moment donné. Là où maintenant, du moment où je me lève le matin, même si c'est à 4h du matin pour amener ma petite aux toilettes, jusqu'au moment où je vais me coucher, c'est fluide, tu vois. Je le sens, je me sens bien en fait. Et c'est pas j'ai encore des moments de stress évidemment, je peux encore crier sur mes filles, manquer de patience, etc. Mais c'est pas du tout la même chose et c'est quelque chose que je ne peux pas mettre de définition, mais par contre, je le ressens très très fort dans mon corps. Qu'est-ce qui t'a fait comprendre justement que quelque chose devait changer dans ta vie ? Est-ce que ça a été un déclic ? Est-ce que ça a été un cheminement ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Alors c'est très personnel et très singulier, mais bon, je raconte. En fait, j'ai eu 2 années de 2020. Ouais, j'ai eu 3 années même. De 2020 à 2023, c'est genre le hasard. Mais j'ai une de mes très bonnes amies qui a eu un cancer du sein à 29 ans. Après, ma belle-sœur, donc c'est-à-dire la femme de mon frère dont je suis très proche, qui a eu un cancer de la thyroïde à 30 ans, 31 ans. Toutes les deux, elles venaient d'être jeunes mamans. Donc ça, déjà, ça a été 2 énormes claques. Parce que tu sais que les cancers de jeunes personnes, ça peut arriver, mais c'est une chose de le savoir et c'est une chose de le vivre avec des gens proches et en fait que l'intrusion, enfin, tu vois, c'est l'intrusion de la maladie dans ta vie, tu vois. Et l'intrusion de la peur de la mort et l'intrusion de la pensée vraiment réelle. Ah bah, vraiment, tout peut s'arrêter du jour au lendemain ou quasi et c'est pas une blague, tu vois. Donc j'ai eu ces 2 trucs-là qui sont arrivés en 2020-2021. Je me souviens, j'étais à Dubaï, tu m'avais parlé du cancer de ma pote, exactement. Et dans ces 3 années, donc il y a eu ces 2 événements-là. Après, moi, j'ai fait une grossesse extra-utérine. Donc c'est une grossesse arrêtée, c'est jamais joyeux évidemment. Mais il y a un peu, c'est pas que c'est pire ou pas pire, mais c'est que il y a un autre truc qui est un peu compliqué dans la grossesse extra-utérine, c'est que potentiellement ça peut être très grave si tu fais une hémorragie de la trompe, etc. Et moi, il fallait la traiter par médicament parce qu'ils voulaient essayer de préserver la trompe justement et de pas l'enlever. Et ça a été très long, ça a duré 1 mois où il fallait que j'aille à l'hôpital tous les 2 jours. Et donc, du coup, je peux pas dire que j'ai eu peur pour ma vie, bien sûr que non. Mais ça a un peu ajouté un truc de « oh là là, ça aurait pu être très grave ». Enfin, tu vois, les médecins étaient un peu stressants, etc. Donc, il y a eu ça. Et
l'année où et en plus, tu peux pas refaire d'enfant pendant 6 mois. Donc, ce qui est pas très cool non plus. Et du coup, l'année où je peux refaire un enfant, où je tombe enceinte, c'est en 2022. J'accouche le 8 janvier 2023. Et en 2023, ma belle-sœur et mon amie refont une rechute dans leur cancer, une récidive dans leur cancer. Et mon mec fait un AVC 3 mois après la naissance de ma fille. Donc du coup, là, je peux même pas dire qu'à ce moment-là, j'étais au fond du seau parce que quelque part, c'est horrible. Mais genre, j'étais déjà un peu du coup habituée à l'idée que oui, il peut t'arriver un problème de santé très grave même si t'es jeune. Mais c'est ultra violent en termes de mince, tout peut s'arrêter. Enfin, vraiment, la vie, ça tient à rien. Voilà. Et du coup, il m'a fallu... Bon, sur le coup, tu gères. Voilà. Après, tu bades. Moi, j'ai bien badé après. Parce que justement, j'avais énormément de crises d'angoisse et de... Enfin, je me disais, tout peut s'arrêter. Enfin, j'avais peur de la mort. Ça s'est vraiment accentué. Et donc, du coup... Là, j'ai décidé il y a un moment donné, je me suis dit, bon, après une audience hyper horrible et dure et très stressante, et là, je me suis dit, stop, si vraiment, fais-en quelque chose de positif, en fait, de cette peur que tout puisse s'arrêter, et dans ces cas-là, le positif, c'est que chaque journée soit belle, soit pas stressante, genre vraiment, rien n'en vaut la peine, tu vois. Et c'est là que j'ai décidé de changer de vie. Et ton mari va mieux à ce moment-là? Ouais. Mon mari, oui, il est allé quand même vite mieux. Enfin, vite mieux. Oui, c'est quand même pas rien. Mais effectivement, genre là, il est parfaitement remis, etc. Donc, quand je prends la décision, oui, même financièrement, enfin, en fait, faut que tu aies quelqu'un de solide quand tu fais une reconversion. Donc oui, il avait parfaitement repris ses activités professionnelles. Et... Qu'est-ce que cette épreuve t'a appris sur toi? Le truc que ça m'a appris ou révélé, c'était de me dire ce qui n'était pas la chose la plus facile dans la reconversion, et pour tout le monde, pour tous les gens là qui pensent à la reconversion, le truc qui fait le plus peur, évidemment, et ce pourquoi on n'y va pas, c'est les raisons économiques. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais arriver à pallier mon CDD ou mon CDI, enfin le fait d'avoir un salaire tout le temps? Est-ce que ce sera pas trop inconfortable? Est-ce que c'est OK, tu vois, quand t'es avocat, t'as quand même une espèce de certain statut social. Moi, évidemment, les gens à qui j'annonçais, enfin, tu vois, les gens de mon milieu à qui j'annonçais que j'arrêtais tout pour faire de la sophrologie, enfin, ils me prenaient pour genre une folle, tu vois. Et du coup, ce que ça m'a appris, enfin, ce que ça m'a réappris, ou en tout cas bien redit, c'est que clairement, tout ça... on s'en fiche un peu, évidemment, il faut avoir le minimum de revenus pour vivre, voilà. Mais c'est vraiment de me dire, t'as qu'une vie pour de vrai, fais maintenant ce que tu veux faire, tu vois. Et ça m'a un peu confrontée à la peur de la mort que j'avais déjà. En fait, ce qui est bizarre, c'est que moi, j'avais déjà ces angoisses-là de maladie. Je pense que j'ai toujours eu un peu un fond hypocondriaque et tout. J'avais ces angoisses-là assez fort, alors qu'il s'était rien passé, justement, de tout ça dans ma vie avant. Et donc, quand ça rentre... c'est très bizarre. Enfin, c'est pas du tout que c'est positif. J'en garderai aucun. Enfin, j'aurais préféré que ça n'arrive pas, évidemment. Mais tu te dis, en fait, tu peux gérer. Tu vois. Finalement, enfin, évidemment, ça fait très peur, mais tu le gères, quoi, sur le coup. Donc le temps passe, tu décides de changer de vie. Quelles actions tu entreprends concrètement? En fait, l'action qui a tout changé, c'est de me former à la sophrologie. Pour moi, ça a été évident. Je n'ai pas cherché une reconversion. Genre, celle-ci s'est imposée naturellement parce que j'avais fait de la sophrologie avant et j'avais adoré. Mais ça n'avait pas encore été assez... le changement de vie et même le changement mental que ça m'a procuré. Donc, en fait, je fais cette formation pendant 1 an, un peu plus même, 1 fois par semaine. Et donc, 1 fois par semaine, toute la journée. Donc là, pendant 1 an, tu fais de la sophrologie tous les jours. Et parfois, plusieurs séances tous les jours, outre la théorie. Et ça change une vie, tu vois. Un peu comme une psychothérapie peut changer, tu vois, le cours de la vie de quelqu'un. Ça n'a rien à voir, évidemment. Genre, c'est même pas l'un ou l'autre. Pour moi, c'est plutôt l'un et l'autre. Ça peut pas remplacer une psychothérapie, clairement pas.
Mais par contre, c'est un énorme changement parce que justement, tu vois, je pense que moi, la connexion corps-esprit, ça me parlait pas. Enfin, oui, ça me parlait, je lisais bien des livres et tout, mais je l'avais jamais expérimenté, tu vois. Et sur la gestion de l'angoisse, sur le rapport au moment présent et tout, bah, c'est un énorme changement, en fait. Tu dis que c'était très naturel, mais pourquoi la sophrologie ? Bah, parce que j'en avais fait quand j'étais enceinte de ma première fille. Et alors, maintenant, je me rends compte que j'en avais peut-être pas fait avec la meilleure des professionnels, parce qu'il y a un peu à boire et à manger dans les sophrologues. Enfin, voilà, tu as tout type de formation, donc voilà. Mais c'était une évidence parce que je voulais être dans l'accompagnement. En fait, je voulais avoir un impact positif. Voilà, je voulais être dans un truc positif. Et en fait, tu vois, quand tu es avocat, enfin, en tout cas, moi, la manière dont je l'exerçais, les types de dossiers que j'avais, c'était pas très positif. Enfin, c'était toujours la fight, c'était toujours le conflit. Tu vois, c'était... Enfin, c'était pas très... C'était positif si tu gagnais à la fin, mais c'était au terme d'un long combat pour les gens d'avoir dépensé énormément d'argent en frais d'avocat, etc. Là, j'avais envie d'être, dans un truc positif et d'apporter... quelque chose de bon, tu vois, aux gens. Et en plus, quand tu fais des séances de sophrologie, bah, t'en fais un peu toi-même aussi, tu vois. Est-ce que tu penses qu'il faut aller mal pour voir une sophrologue ? Ah bah non, pas du tout. Et alors après, je peux comprendre que ce soit le déclic, parce que surtout là, aujourd'hui, les gens n'ont pas d'argent et tout, donc je peux comprendre que tu te dises pas « Ah bah tiens, je vais aller dépenser 80 balles dans une séance de sophro », ça, je comprends totalement. Mais non, tu vois, en fait, c'est quand même dommage que toutes ces choses-là ne se soient pas utilisées en outil de prévention et qu'il faut attendre d'avoir vécu un burn-out, une dépression, d'être vraiment au fond du seau pour se doter des outils. En fait, plus tu acquiers ces outils avant, bah, moins tu as de risque de vivre ces moments-là qui sont toujours une blessure, tu vois. Certes, tu peux t'en relever, etc. Mais un burn-out, une dépression, c'est jamais cool, tu vois. Tu accompagnes aujourd'hui des sportifs et des femmes dans ta pratique de la sophrologie. Qu'est-ce que tu observes chez elles quand elles arrivent en séance et quand elles repartent ? Hyper concrètement, genre entre le début d'une séance et puis 45 minutes plus tard, une demi-heure plus tard, bah il y a vraiment, tu vois, une détente, comme tu pourrais l'avoir après t'être fait masser, tu vois, avoir l'impression que tu as pris soin de toi, enfin, ce que tu as fait d'ailleurs, et juste être bien détendu, apaisé, voilà, ça c'est pour l'effet immédiat, on va dire. Mais par contre, entre le problème sur lequel tu es venu et la résolution de ce problème, et bah, en fait, tu vois un changement de dingue, tu vois. Et bah, tu vois, bah, par exemple, des fois, c'était rigolo. Une des premières patientes que j'ai accompagnées, elle venait, elle me disait, je suis incapable de prendre genre les transports. En fait, elle faisait une espèce de claustrophobie, d'angoisse des transports de dingue qui était hyper handicapante, tu vois. D'ailleurs, les premières séances, on les faisait en visio, tu vois, parce qu'elle était incapable de venir. J'avais un cabinet physique à l'époque. Et quelques mois, enfin, tu vois, on a quand même fait pas mal de séances, mais quelques mois plus tard, elle m'a envoyé un texto, genre sorti de nulle part, et c'était des photos d'Ouzbékistan. Et elle me dit, je suis partie au bout du monde, j'ai pris l'avion, j'ai genre même plus peur, tu vois. Genre des bus au bout du monde. Enfin, tu vois, ça, c'est un truc très concret, je trouve, mais en gros, on peut résoudre vraiment le problème, tu vois, même un truc très concret comme ça, genre l'incapacité et tout. Et puis, j'en vois, et c'est magnifique, qui était hyper stressé, pas bien. En fait, voilà, ce que je te dis, pas aligné, tu vois, plein de petites choses différentes. Et même chez les sportives, tu vois, oui, le sport, en compétition à un très très haut niveau, c'est hyper difficile. Et puis en plus, t'es seule, etc. Mais je vois que ça les aide dans leur sport, et bien sûr, mais aussi dans leur vie, tu vois, et qu'après, elles vont pouvoir surmonter des blessures, surmonter des galères, des moments durs avec mais tellement plus la tête froide, une confiance en elle. Enfin, ça change beaucoup en fait. C'est un chemin, tu vois, vers soi que je conseille à tout le monde de prendre. Avant ce tournant, quelle place avait le bien-être dans ta vie ? C'était un peu aléatoire. Je te dis, j'avais fait de la sophro enceinte.
J'avais fait une longue psychothérapie, donc j'étais quand même bien, et qui avait vraiment porté ses fruits. Donc ça, j'avais bien conscience de l'importance de la santé mentale. Mais par contre, le bien-être, tu vois, j'avais arrêté de faire du sport, mais depuis hyper longtemps. Et d'ailleurs, tu vois, ça aussi, c'est un enseignement. C'est que par contre, depuis là, tout ça, vraiment, je me suis vraiment remise au sport. Tu vois, j'ai vraiment mis la santé mentale et physique au cœur de ma vie. Et sans que ce soit chiant ou pénible pour moi, tu vois. Et donc, du coup, je pense que j'étais très focus santé mentale, donc psychothérapie, voilà, mais pas très... à part ces quelques séances de sophro, voilà, que j'avais fait, un peu d'hypnose pour ma deuxième grossesse. Mais sinon, j'étais pas... je me suis beaucoup plus ouverte après. Aujourd'hui, justement, quels sont tes non négociables sur une journée et sur une semaine ? Bah, je peux totalement te répondre parce que je viens de faire un post là-dessus, mais que j'ai pas encore posté. Tu vois, sur justement mes non négociables. Et je laisse un peu... Enfin, tu vois, en fait, je trouve que des fois, tu te charges aussi de plein de choses qui sont un peu inutiles. Donc, ce que je garde, c'est le sport. C'est de fou. Maintenant, vraiment, je fais... du sport 3 fois par semaine, plus ou moins longtemps. Tu vois, je peux faire que 30 minutes de sport une fois dans la semaine, genre aller courir 30 minutes et voilà. Mais ça, je garde, quoi qu'il arrive. La sophrologie, donc 1 ou 2 pratiques par semaine où je me recentre, je pose, tu vois, je lâche et je suis genre dans mon esprit, dans mon corps, dans un moment calme et tout. Ça m'aide énormément avec mes enfants, en fait. Tu vois, être plus patiente, pas céder à l'énervement, enfin, tu vois. Donc ça, je garde. Je le mets dans le... Enfin, pour moi, c'est une passion, mais j'ai la lecture. Je le mets quand même dans le bien-être parce que je trouve que c'est une manière d'arrêter de scroller, d'arrêter d'être sur les écrans, qui est clairement hyper négatif pour le coup. Et le dernier truc que je mets, c'est les compléments alimentaires pour lutter contre le SPM. Tu vois. Alors, parce que j'ai 39 ans là, et je trouve que depuis 1 an, c'est hyper violent le syndrome prémenstruel que je me prends, donc je pense que je suis en plein dans la périménopause. C'est fou. Ouais, mais moi depuis 2 ans c'est l'enfer, voilà, et surtout depuis 1 an. Pareil. Et je teste Équilibriste là, et c'est vraiment sympa. Vu. Moi, j'ai pas encore testé celui-là, mais je fais un tour du marché. Mais en tout cas, je vois une différence qui est pas genre dingo non plus. Hein, je veux pas donner de faux espoirs, mais je vois quand même une différence entre quand j'en prends et quand j'en prends pas. Ça se masse mieux quand j'en prends. Et tu vois d'ailleurs aussi le sport et la sophro, et bah ça m'aide aussi avec la périménopause, tu vois, parce que justement moi, je peux avoir tendance, outre que je me sens mal physiquement, des fois je suis un peu déprimée, et du coup la sophro ça aide sur ça. Je peux avoir tendance à être énervée, enfin je sais pas comment dire, genre énervée, et du coup ça m'aide beaucoup, tu vois, la gestion de la respiration, garder son calme. Donc je dirais que c'est ça. Et justement, tu parlais de réseaux sociaux, tu es très active sur Instagram, sur ton podcast aussi, sur ta newsletter, pour faire connaître ton activité. Quel est ton rapport aux réseaux sociaux ? Bah, je suis très active depuis pas très longtemps, parce que justement là je me suis dit allez vas-y, je donne une chance enfin voilà, il faut que j'y sois un peu plus, en tout cas de façon plus régulière. Bah moi j'ai découvert Instagram quand j'ai lancé mon podcast, tu vois, genre je l'étais pas du tout avant. Donc ça a vraiment été, tu vois, j'étais sur Instagram pour ça. J'ai aimé, franchement, tu vois, je peux pas dire, je me suis sentie, par exemple quand j'ai fait ma grossesse arrêtée, je me suis sentie hyper soutenue par les femmes qui me suivaient. Ça m'a appris plein de trucs, parce que c'est quand même grâce à Instagram, je pense que j'ai découvert la matrescence, Bliss, même pas patriarcat, enfin des contenus franchement qui m'ont vachement apporté. Maintenant, j'ai plus tendance à beaucoup écouter de podcasts que aller regarder sur Insta, mais quand même, j'ai aucun problème, en tout cas avant, j'avais aucun problème à enlever Instagram. C'est-à-dire quand mon mec a fait un AVC, je me rappelle très bien, le jour même, j'ai désinstallé l'application et je me suis dit, c'est mort, j'ai plus 1 seconde à consacrer à ça. Et pendant 8 mois, je pense, je suis pas revenue, j'ai pas réinstallé l'application, tu vois. Donc, parce qu'en fait, je sais que ça peut te prendre énormément de ton temps, et si t'en as, bah très bien, après tout, c'est un loisir comme un autre. Mais si t'as autre chose à faire et que tu dois mettre ton énergie ailleurs, franchement, faut l'enlever, parce que c'est hyper chronophage. Et maintenant, je dirais que ça va. Si c'est que pour moi, si tu veux, si c'est que pour moi, femme, je me sens pas
je me sens pas diminuée quand je vois des meufs super belles sur Instagram. Je me dis plutôt tant mieux pour elles. Je me dis pas, j'ai parfaitement conscience que c'est pas faux, mais que c'est qu'une petite partie que les gens montrent. Donc je me dis pas la chance d'avoir cette vie, c'est pas bien par rapport à la mienne et tout. Jamais, jamais. Par contre, sur le point de vue professionnel, là, je trouve que ça peut être un peu plus dur de te dire ah ouais, elle réussit peut-être mieux. Est-ce que je devrais pas faire la même chose qu'elle et tout. Mais bon, voilà, c'est. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie ? Pour moi, ça veut dire réussir un peu ma famille, tu vois, ma famille au sens large, même mes relations avec mon frère, ma mère, mes amis, tu vois. Voilà, c'est vraiment ça. Mes enfants, bien sûr, mais c'est là que je le mets. Et plus du tout dans la réussite professionnelle, financière, tu vois, dans la carrière et tout. J'admire et j'ai beaucoup de copines, et je le redis, qui le sont, et je trouve ça génial parce qu'il faut des meufs comme ça pour prouver qu'il y a des meufs qui peuvent réussir aussi bien, voire mieux que les mecs. Et voilà, je suis hyper admirative d'elles, hyper fière de mes amis qui ont ces carrières-là. Mais pour moi, c'est pas ce dont j'ai envie. C'est quoi ton rapport à l'argent ? Je dirais que j'ai plutôt un rapport sain à l'argent, tu vois. J'en ai forcément gagné plus quand j'étais avocate. Maintenant, je reviens à un truc. Alors, attention, je reste privilégiée. On est propriétaire de notre appartement, on part en vacances, on a une voiture, etc. Mais j'essaye, forcément, là, depuis que je suis plus avocate, j'ai évidemment moins de revenus. Ça me dérange pas du tout. Je me suis rendu compte que ça me faisait rien de couper sur les fringues, tu vois, sur certaines dépenses comme ça, où au final, tu peux, quand tu as de l'argent, mettre... c'est pas que c'est du superflu, c'est sympa d'avoir des beaux habits et tout, mais ça change rien à mon bonheur, tu vois. Et j'ai quand même encore beaucoup de copines qui sont hyper bien fringuées chez, tu vois, telle ou telle marque parisienne et tout, et qui s'achètent toutes les dernières pièces à la mode et tout. Moi, je m'en fiche. Et pareil, je peux... mais vraiment, ça me rend, je pense, plus heureuse de sortir et de boire, j'allais dire une bière, sauf que maintenant je bois plus d'alcool, mais une bière sans alcool et une planche de charcuterie fromage, tu vois, dans un vieux bar avec mes copines, que de me faire un étoilé. Donc, mais vraiment, je passe un meilleur moment, tu vois. Donc, du coup, je trouve que j'ai d'autant plus un bon rapport à l'argent quand tu arrives à te rendre compte que, ok, tu as besoin du minimum pour payer tes charges, qui, bon, pour moi, c'est quand même élevé vu que j'ai un appart et tout, mais que j'ai réussi à me couper du superflu et que ça me rend pas du tout moins heureuse. Tout à fait, ça fait revoir le sens des priorités. Ah bah ouais, complet. Non mais de fou quoi. Nous, avec mon mec, on sait qu'on a 3 domaines dans lesquels on veut mettre notre argent et le reste, on s'en fout. Donc c'est quoi, les vacances, l'appart ? Nous, c'est l'épargne, la santé, les voyages. Ok. Voilà. C'est nos 3 budgets. Le reste, les fringues de mes enfants... moi, d'autant plus mes que j'ai fringues, 2 filles. Donc, si tu veux, ma dernière, je lui ai jamais acheté un habit, quoi. Exactement. Moi, c'est Vinted, ou alors j'ai la chance de travailler avec des marques. Donc, forcément, je reçois. Mais si tu veux, c'est pas moi qui irais mettre de l'argent dedans. Moi, j'ai mis beaucoup d'argent. Non, mais j'ai mis de l'argent dans les fringues. Maintenant, je m'en fiche. Pour une femme qui nous écoute et qui a l'impression de ne jamais se faire passer en premier, si tu devais lui donner un conseil ? C'est dur, honnêtement, c'est dur de se faire passer en premier. Même moi, j'ai toujours une petite culpabilité. Je trouve surtout quand on est mère. J'avais beaucoup moins ce truc quand j'étais pas mère, en fait, parce que là, j'avais aucun problème à me faire passer en premier, tu vois. Mais je trouve que quand on devient mère, j'ai toujours un peu, voilà, de me dire non, mais il vaudrait mieux que, j'aille pas au sport et que je reste lire une histoire. Enfin, mais tu sais, c'est infini, en fait, parce que sinon, t'es toujours là. Et en fait, son père peut lire une histoire, sa grand-mère peut aller la chercher une fois, enfin, tu vois. Et je dirais qu'il faut quand même arriver à se choisir, que ça fait de nous des meilleures mères, je sais pas, mais en tout cas, des adultes qui sont peut-être un peu plus patients, un peu plus zen parfois, qu'en fait, finalement, moi, je sais que je suis mieux dans ma vie et même auprès de mes filles, tu vois, alors que c'est pour elles que je pourrais renoncer à me prioriser, tu vois. Ce podcast s'appelle Numéro 1. Être numéro 1 de sa vie, pour toi, c'est quoi en un mot ou une phrase ? C'est réussir à se prioriser et savoir pourquoi on le fait.
Et pour conclure cet épisode, je t'ai demandé de choisir un texte ou une citation qui te touche, qui t'inspire. Donc je te laisse la dire. Ok, c'est un livre que j'ai adoré, que j'ai beaucoup recommandé en newsletter, parce que je fais pas mal de recommandations de lecture. Je pense qu'il y a beaucoup de meufs qui l'ont acheté. Ça s'appelle « Où vivaient les gens heureux » de Joyce Maynard. Et en fait, alors là, je vais lire un tout petit extrait, mais ça m'a énormément touchée. C'est vraiment une histoire de femmes et de mères. Et pour moi, il y a un peu genre tout ce qui peut nous traverser sur le couple, la maternité, la charge mentale, le fait de s'oublier, le fait de se retrouver, le fait d'avoir très peur pour nos enfants parce qu'on souhaite tellement le meilleur pour eux. Enfin, tu vois, il y a vraiment tout ça, l'éducation, etc. Et c'est drôle, juste pour introduire, une fois, du coup, j'ai pas mal de femmes qui me suivent et qui m'écrivent après l'avoir lu, tu vois. Et une fois, j'échangeais avec l'une d'elles et j'ai dit moi, ce livre m'a fait comprendre, en tout cas, m'a fait comprendre plein de choses sur le divorce de mes parents. Moi, je lui dis ça. Et elle me répond, moi, ça m'a fait comprendre mon divorce. Tu vois, vraiment, je le conseille parce que je pense que ça touche, en tout cas, toutes les mères, parce que je dis mères parce que c'est beaucoup sur ça. Donc, je vous donne un exemple, tu vois. Depuis qu'elle avait pleuré à cause d'une croûte de varicelle sur la tête de sa fille et de l'absence de cheveux à cet endroit, croyant que cet incident méritait le nom de déchirement, Éléonore avait appris au fil des années que les pires événements, ceux qui faisaient vraiment mal, n'étaient presque jamais ceux qu'on craignait. Durant toutes ces années, personne n'était tombé sur les rochers au bord de la cascade. Cela ne s'était jamais produit, mais beaucoup d'autres choses étaient arrivées. Tant d'autres s'étaient effondrés, tant d'autres étaient partis à la dérive, tant d'autres s'étaient brisés. Et finalement, on survit à beaucoup de choses, on est transformé, mais on continue. Merci Alexandra. De rien.